à ce jour, au niveau de l'immobilier, quand même, tu as un patrimoine qui a plus de 10 millions de dollars, d'après ce que tu m'as dit. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir avoir un patrimoine de plus de 10 millions de dollars? Je vais revenir encore, peut-être ça va te surprendre. Ma question justement, puisque tu nous as parlé plus ou moins de l'immobilier, il faut se former, bon, il faut apprendre. Aujourd'hui, j'imagine quelqu'un qui se lance dans le salariat. Mais il est salarié, il n'y a rien de mal à ça. Et maintenant, il t'entend, il t'écoute, parce qu'il y a beaucoup de choses. On entend la bourse, on entend l'immobilier. Bon, pour quelqu'un qui veut se lancer dans ces activités-là, par quoi il commence? Immobilier ou la bourse? Je dirais que ça dépend du capital avec lequel tu veux commencer. Si tu veux commencer par l'immobilier, est-ce que tu penses que les GAFA, les entreprises telles que Amazon, Facebook, que c'est quoi encore l'autre là, quoi, les GAFAM? Google, les GAFA, est-ce que tu penses que les entreprises comme celle-là peuvent faire faillite? Je pense que c'est très peu probable. Comment ça? Très peu. Parce qu'on a vu quand même Motorola qui a fait faillite. Bon, c'est pas, ça ne fait pas partie des GAFAM. Oui, mais ça restait quand même une firme internationale. Bon, déjà GAFAM, les 7 magnifiques, c'est une autre façon de les appeler. Ah. Les 7 magnifiques. Oui. C'est Apple, Google, Facebook. Oui. Bon, Meta, c'est le nouveau nom. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a Tesla dedans. Ah oui, Tesla est passé dans les GAFAM? Bien sûr, puisqu'il faut que tu remplisses un certain nombre de conditions pour pouvoir y être. Aujourd'hui, on regarde un peu. Les 7 magnifiques, c'est un peu plus Nvidia, Apple, Tesla, Amazon, Meta, qui je n'ai pas cité. Google. Bon, d'accord, on a fait le tour. Hein. Oui, ça fait 6. Le 7e, je ne connais pas. Je ne savais même pas qu'il y en avait 7 déjà. Il y a 7 magnifiques. Ouais. Ces compagnies sont les compagnies qui contrôlent le monde entier. Par exemple, vous allez voir que Microsoft, voilà. Oui. Ah, ok, oui, c'est vrai qu'on a passé. Les compagnies achètent. Chaque fois que la concurrence arrive, on vous éteint. On vous force à vendre. Bon, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle antitrust. Law qui essaye de ne pas étouffer les concurrents. Il y a des lois comme ça aux États-Unis qu'on essaye de laisser les jeunes innover. Vous ne pouvez pas vouloir contrôler l'économie tout le temps. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse concurrence. Par exemple, WhatsApp est venu. C'est quelqu'un a eu ce programme. On a acheté. YouTube est venu. Google a acheté. Instagram est venu. On a acheté. Donc, ces gars sont tellement puissants que c'est difficile de les descendre. Ce sont eux qui contrôlent le pouvoir. Mais en soi, quelque part, c'est nous qui leur donnons cette puissance en tant qu'utilisateurs. Sans même le savoir. C'est nous qui donnons le pouvoir. Est-ce que nous, on sait même qu'on est en train de transmettre le pouvoir? On le sait de plus en plus quand même. Oui, mais on ne le sait même pas. Je vois les gens partager sur Facebook. Même quand on a coupé la tête d'un Africain, là, je vois ça sur Facebook. Qu'est-ce que moi, je gagne en tant qu'Africain ou bien qu'est-ce que je gagne à partager certaines informations sur une chaîne comme État? Ça me donne quoi? Juste montrer que je peux partager ceci, regarder ceci. Au contraire, je me dénigre, je me dévalorise. Parce que je montre à l'autre que je suis vulnérable, je montre à l'autre que je ne mérite pas le respect. Mais entre-temps, ça va plutôt permettre à ceux de se remplir les poches. Parce qu'à la fin de la journée, la marchandise de Facebook, c'est quoi? Ou bien, quand je dis Facebook, je veux dire Meta. C'est quoi le marchandise? Contenu. C'est nous. C'est même pas le contenu, c'est nous. C'est nous. Si nous sommes plus là, ils n'existent plus. Tout à fait. Mais nous, on ne sait même pas. Donc, ça veut dire que ça peut disparaître. Oui, mais la probabilité qu'ils disparaissent est trop faible. Ils ont tellement de puissance qu'ils ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Oui, peut-être pas du jour au lendemain. Sont eux qui vont mettre les présidents au pouvoir. Par exemple, ils ont la force de frapper trop forte. On les a vus, par exemple, pendant la... Tout à l'heure, tu me parlais dans l'épisode précédent, tu parlais de la crise de 2008, des subprimes. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les business qui dandinent là, les grands viennent vous acheter. N'est-ce pas? On vous force à fermer. Aujourd'hui, on est en train d'étouffer TikTok sous l'étiquette que il y a espionnage. Oui, c'est vrai qu'on ne fait pas trop confiance aux Chinois. Bon, en même temps, les Américains ne sont pas mieux. Hein. Je comprends. On ne fait pas confiance aux Chinois, oui, mais derrière, il y a aussi un envie de non-concurrence qu'on veut étouffer. Bien sûr. Parce qu'il va venir tuer le business de Meta. Il va venir... Je suis un businessman, je suis un entrepreneur, je fais des publicités.
sur les campagnes sur Meta. Sur Meta. Je suis tombé sur quelques-unes. Certaines personnes en font sur TikTok. Donc, imagine un peu les parts de marché que TikTok est en train de prendre depuis qu'il est venu là. Ah ben oui, c'est vrai. Et ça choque les Américains. Ah oui. Il dit, mais ce gars, il vient ici diminuer nos parts de marché. Non. On trouve maintenant une belle étiquette là pour dire, attends, il est en train de compromettre l'intégrité, la sécurité du pays. Il faut qu'on le mette dehors. Ce n'est pas la première fois qu'on essaye d'acheter TikTok. Mais il refuse de vendre. Non, on essaye. Bon, on avait essayé la dernière fois quand Trump était au pouvoir, on a essayé. Est-ce que Meta peut acheter? On a vu non. Est-ce que c'est Oracle qui peut acheter? Ça ne marchait pas. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce que ça coûtait trop cher? Non, parce que quand tu vas acheter un business, on voit comment ça va s'intégrer dans le prochain business. Ah, ok, oui, en effet. Comme par exemple, si tu vas acheter, tu fais un studio de podcast et tout, tu vas acheter un business, tu vas voir comment est-ce que ça s'aligne avec ceci. Comment ça se goupille. Oui. Donc on voit qui est mieux positionné. Mais derrière, il y a cette envie de non-concurrence. C'est d'abord ça. Et maintenant, les Américains sont tellement puissants. Ils sont tellement puissants que si ils disent non à la Chine, ça devient difficile. La Chine va vendre où? Prenons le téléphone Huawei. C'est un téléphone puissant. Mais ça n'entre pas aux États-Unis. Ils ont dit que ça n'entre pas ici. Parce qu'ils ont peur que si ça vient, tout ce qu'Apple vend là, c'est des parts de marché qui vont s'arracher. Et ouais, bon, après les États-Unis, très souvent, ils font du protectionnisme, mais ailleurs, ils n'acceptent pas qu'on mette aussi la marque dehors. Pour se maintenir au top. Mais justement, avant, il n'y avait pas Nvidia qui était parmi les GAFAM, parmi les 7, tu appelles les 7 magnifiques. Oui. Mais justement, ils ont réussi à se hisser à ce niveau sans être rachetés. Oui, donc une compagnie peut émerger. Oui. Donc, pour être parmi, il y a des conditions que tu dois remplir. Si tu ne remplis pas les conditions, t'enlèves. En effet, ouais. Donc, on donne la chance à celui qui remplit les conditions. Donc même dans le S&P 500, c'est les 500 compagnies les plus puissantes aux États-Unis. Donc, ça rote. Aujourd'hui, par exemple, tu peux parler de crypto. Oui. Une façon d'investir dans la crypto en passant par la bourse, c'est d'acheter des actions, par exemple, de MicroStrategy. De MicroStrategy? Oui. Comment ça? C'est une compagnie qui s'appelle MicroStrategy. Ah, ok, d'accord. Il y a une compagnie qui s'appelle MicroStrategy qui fait dans les logiciels. Oui. À la base. Et cette compagnie a commencé à acheter les bitcoins. Elle s'est dit, je veux avoir le plus de bitcoins que le fondateur. Ah oui. Donc aujourd'hui, ils font des levées de fonds pour acheter des bitcoins. Donc, quand le bitcoin bouge, les actions de MicroStrategy bougent également. Ouais. Et finalement, ils sont dans le S&P. Ils ont pu entrer. Wow. Dans le Nasdaq, ils sont je crois que c'est dans le Nasdaq si je ne me trompe pas. Je peux regarder là où c'est sur quel marché il se trouve. Et puisqu'on on parle de ça, il y a tellement de questions qui se bousculent dans ma tête. Tu parlais de fonds d'investissement. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de BlackRock? Donc, ce sont les gros fonds d'investissement. Quand on dit un fonds, un fonds, c'est quoi? Je suis un petit contribuable. Oui. Je travaille. J'ai mon compte bancaire. Oui. J'ai mon compte d'épargne. Ouais. Généralement, on commence avec le compte courant. Peut-être mon salaire passe par là. Mon banquier va vouloir que je crée un compte d'épargne. Oui. Il va m'encourager à créer un compte d'épargne. Il me dit, Valère, est-ce que tu sais que tu peux avoir un compte d'épargne chez nous? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ah, c'est la question que je voulais poser. Parce que je sais que si je suis le banquier, je sais que plus tu as de produits avec moi, plus la probabilité que tu me quittais est faible. Ah oui, c'est vrai, c'est Bien très sûr. utile, c'est vrai. Oui. Il faut que je donne plus de produits. Comme ça, quand il va vouloir partir, ça va être plus compliqué que si là. Si tu as 5 comptes à fermer, c'est plus difficile que fermer un seul. N'est-ce pas? Ouais. Maintenant, je vais t'encourager. Mets un peu d'argent dans le compte d'épargne. Je vais te donner même 1% dessus ou tel. Qu'est-ce que je fais de cet argent? C'est pour les revendre. Ouais. Je vais donner en carte bleue, en carte de crédit, tout ce que tu vas appeler là. Et je prends ça, je vais en bourse, investir. Et maintenant, comme pour aller à la bourse, il y a plusieurs niveaux. Je peux créer un fonds. Si je veux pas aller à la bourse directement, je peux dire à mes clients, je peux vous donner une possibilité d'investir avec des petits montants. Donc, on va créer un fonds qu'on appelle fonds commun ou fonds mutuel. Ça veut dire que je vais collecter l'argent de mes clients et je vais aller en bourse. Supposons que je collecte 1 million. Avec le million, je peux aller acheter les actions de Apple, de Google, de Facebook. Choisir quelques compagnies. N'est-ce pas? J'achète une action de Apple coûte plus de $200. Une action de Facebook coûte plus de presque, c'est quoi? Environ presque $700. Meta, presque $700. Toi, tu es un client, tu as mis peut-être seulement 50 €
on va parler en euros ici, bien en dollars. Ils ont le dollar. Bon, c'est pareil, ouais. Voilà. Supposons que tu as mis seulement 100 $, mais ton banquier te permet d'avoir une fraction de ces compagnies qu'il a achetées. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va collecter l'argent chez plusieurs personnes. Il va aller en bourse avec la somme totale qu'il a collectée. Il va acheter les actions de plusieurs compagnies. Il va scinder. Il va mettre ça comme dans un panier. Le million qu'il a collecté, par exemple, ça lui permet d'acheter un certain nombre de compagnies. Oui. Comme l'argent vient de plusieurs personnes. On va diviser. Ouais. Non, comme l'argent vient de plusieurs personnes, on va appeler ça un fonds commun. Commun, ok. Parce que c'est commun, ça vient de plusieurs personnes. N'est-ce pas? Et il va dire que ce sera comme s'il a pris un panier dans lequel il a mis toutes ces compagnies-là. Oui. Il va structurer son panier de telle sorte qu'il y aura une fraction de... Non, il y aura une unité. Il y aura la valeur de l'unité de son panier. Oui. N'est-ce pas? Quand il va dire une unité de mon panier, ça va contenir toutes les 40 compagnies ou 50 compagnies qu'il a achetées là-bas. Donc toi, tu viens avec tes 100 $, tu achètes une unité du panier. Ça te permet de gagner quand les 40 compagnies la bouchent. Je ne sais pas si tu vois un peu. Bien sûr, bien sûr. Oui, alors que si tu ne passais pas par lui, tu ne pouvais pas acheter 100 $. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Ouais. Donc, généralement, c'est comme ça que les banques vont fonctionner. Et elles ne vont pas faire ça pour rien. Elles ne vont pas faire ça pour rien. Oui. Elles vont prendre un pourcentage sur le montant que tu as déposé. Forcément. Ça peut être 2%, ça peut être 1% Ouais. pour ce travail-là. Ouais. Donc, ta banque sera toujours en train de vouloir te dire, mets de l'argent ici. Sachant qu'elle va prendre un pourcentage. D'abord, sur le montant qu'elle a collecté. Elle va aller en bourse, acheter, et revenir vous redonner. Généralement, que le fonds là, ait une bonne performance ou pas, elle sait qu'elle prend déjà tel pourcentage, que ça marche ou pas. Mais ma question, les banquiers, ces transactions-là, ces mouvements-là, sont des choses qu'ils voient. Pourquoi est-ce que tous les banquiers ne sont pas riches? Ou un minimum millionnaire? Ce sont les employés. Oui, ce sont des employés, mais qui ont ces connaissances-là. Les employés ne sont pas riches. Mais pourtant, ils peuvent le faire. Et puis, ces transactions, ils maîtrisent. Bon, disons que quand on dit pourquoi ils ne sont pas riches, c'est un peu... Ça dépend, n'est-ce pas? Si tu comprends le système, si tu es banquier, tu comprends le système, tu peux avoir de l'argent. J'avais des collègues qui avaient 7 millions dans le compte. Je travaille avec des collègues, ils ont 2 millions, 7 millions. Tu comprends comment ça marche. Si tu participes, si tu t'y intéresses, rien ne t'empêche. Mais il faut comprendre d'abord les règles du jeu. Maintenant, en ce qui concerne l'investissement, c'est différent de la banque traditionnelle, standard qu'on voit là. Quand tu vas généralement dans une agence, ceux qui sont là ne savent pas de quoi je parle. Ah ouais? Bien sûr. Ils ne savent pas. Mais alors, apprends qu'est-ce qu'ils apprennent? C'est généralement la manière dont c'est souvent dans un groupe financier, il y a plusieurs départements généralement. Oui, justement, oui. Donc celui qui est là, le guichetier que tu vois dans l'arrière. Non, pas le guichetier, non. Après, on a un conseiller bancaire. Même les conseillers là, parfois, c'est même pas. Ça dépend des catégories. Il y a ceux qui ont suivi une formation, qui ont eu des certifications pour pouvoir avoir certaines conversations, c'est niveau par niveau. D'accord. Celui qui fait juste le fond que je viens de décrire, généralement, n'a pas le droit même d'avoir la conversation sur les marchés boursiers. Ah. Donc, le marché boursier, ça prend quelqu'un qui a une autre catégorie de licence pour pouvoir avoir ces conversations. Donc, d'une manière générale, quand tu vas souvent à la banque, les gens que tu vois là vont juste faciliter l'ouverture du compte, faciliter un certain nombre d'informations et vont transférer à un autre département. Ce département va s'occuper de ceci. Comme beaucoup de mes clients, quand ils voulaient ouvrir des comptes, ils ne venaient pas me voir directement. J'allais les envoyer à la succursale. Ils vont aller voir quelqu'un qui va le réceptionner, un conseiller financier là-bas, qui va être outillé jusqu'à un certain niveau. Donc, ça dépend du niveau, de type de produit qu'on veut discuter. Ça demande certaines licences, quoi. Ce monde est tellement réglementé. Je ne sais pas si on est au sujet là, si je reprends. Non, mais non, bien sûr, je comprends parfaitement. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire que très souvent, les banquiers qui ne sont pas... Parce que tu dis, il y en a qui sont multimillionnaires, mais ce n'est pas la grande majorité. Mais ceux qui connaissent ces investissements ont de l'argent. Enfin, ont la possibilité. Il y a par exemple une chaîne que je regarde en permanence. Quand je regarde la télé, c'est la seule chaîne que je regarde à la télé, qui s'appelle CNBC. C'est une chaîne qui parle de la bourse, qui parle. Tu vas voir même les présentateurs là. Tu peux taper, tu peux voir c'est quoi sa valeur nette, net worth.
Je dis, tel vaut ceci. Oui. Tu vas voir telle personne, tu vois que la personne vaut 10 millions, la personne vaut 3 millions, la personne vaut 100 millions, et ainsi de suite. D'accord. Donc, généralement, quand tu es dans ce monde, si tu t'y intéresses, tu mets de l'argent, tu peux faire fructifier. Mais si tu ne sais pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ok. Et c'est qu'il y a quelque chose que tu me disais en off là, un épisode de ta vie où tu as réussi à générer, justement, tu parlais dans un podcast que tu as enregistré, tu as généré 300 000 $. Oui. Et tu dis, comment ça s'est passé avec la famille? Ça, c'était quand j'ai démissionné. Oui. En 2020, j'ai lancé mon académie, Easy Finance Academy. Et sur le côté, je tradais, acheter et revendre. Et pendant le Covid, les marchés avaient chuté initialement. J'ai démissionné au mois de février. Et quelques temps après, les marchés ont chuté d'une manière drastique. On avait l'impression que le monde s'arrêtait. Mais après, les gouvernements ont mis des mesures, les mesures incitatives pour faire que l'économie rebondisse. Oui. Et puis, il y avait beaucoup d'opportunités sur les marchés. Donc, j'avais commencé à trader avec comme $2 500. Donc, avec $2 500, je suis passé à environ 14 000. Je suis parti de 2 500 à environ 14 000. J'achetais, je revendais, je revendais. Et généralement, c'était les options. Produits dérivés. Oui, produits dérivés, oui. Donc, quand mon compte est tout de 14 000, j'ai injecté 40 000 dedans. C'est ça qui m'a permis d'aller à 300 000 donc de février là, jusqu'à environ la fin de l'année. Et quand j'avais fait ceci, bon, j'ai une chaîne YouTube, j'aime bien partager des informations. Et je pense que j'étais passé sur Investir au pays. Je me rappelle si c'est là que j'ai parlé de ça la première fois. Donc, quand j'ai parlé de ceci, les gens ont suivi sur mon dos Vision, que Happy a fait 300 000. J'ai reçu tellement de demandes de... Mon cher ami, s'il te plaît, depuis que tu es en Europe, là, tu n'as jamais rien fait pour moi. Pardon, j'ai un problème, mon enfant est malade. Ceci. Pardon, voir le Western Union. Je ne me rappelle plus combien de chiffres, monogrammes. Les gens appellent, c'est plutôt... Moi, c'est 7 chiffres. J'ai dit, mais c'est quoi 7 chiffres? Ah oui, le numéro de la transaction. Oui. Je demandé c'est quoi ce nombre de chiffres. Je dis, mais le nombre de chiffres qui est sur le truc. Moi, même 7 chiffres. Je ne sais pas si c'est 7 ou c'est 8 chiffres. Wow. Oui, donc les gens me demandaient tellement, juste parce qu'ils ont appris qu'il y a le gain quelque part. Chacun va se pointer. Même celui qui ne m'avait pas contacté depuis des années que j'étais parti. Essaye de m'avoir pour me poser son problème. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant que je faisais ces gains-là, j'avais commencé aussi des travaux. J'ai fait aussi des Airbnb. Donc, j'ai utilisé ces fonds-là pour réinvestir dans l'immobilier. Juste un petit détour comme ça. L'immobilier, là, c'est où? C'est en Afrique ou c'est Non, au Canada. Au Canada. Oui. Ok, juste une parenthèse, on va revenir dessus sur un prochain épisode. Donc, l'argent n'était plus là. Je prenais l'argent. Je dis à mon gars, accélère les travaux, là, s'il te plaît, parce que si tu perds le temps, là, même le marché va encore partir. Donc, justement, j'ai pris ça pour... Et du coup, donc ça veut dire, et la famille, alors, comment tu as géré avec eux, malgré les demandes? Tu disais quoi à la famille? Je ne dis rien. Ah, tu ne réponds même pas? Je ne donne pas. Tu dis carrément que tu ne donnes pas? Je ne réponds pas aux appels. Ou bien je n'ai pas. Si tu as la chance que je te réponde. Ah oui? J'ignore. Et ça ne te dérange pas quand on dit que tu es un gros chichard? Je m'en fous de ce qu'on pense. Je ne vis pas par rapport à qu'est-ce qu'on dit. Je vis par rapport à qu'est-ce que moi je pense. Il peut penser ce qu'il veut. Il est chiche, il est ceci. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que moi je sais qui compte. Ce n'est pas ce que lui dit. Parce qu'autrement, là, on tombe dans les émotions. N'est-ce pas? Je veux plaire. Non. Je peux plutôt encourager ceux-là qui font des efforts. Oui, je veux plutôt donner l'opportunité à ceux-là qui font des efforts, qui ont envie de comprendre comment j'ai fait. Et moi, je vais apprendre aux gens à pêcher. Je ne vais pas leur donner du poisson. Ok, d'accord. Je vois parfaitement. Et du coup, quand tu rencontres la famille, par exemple, là, tu es sur Paris, tu rencontres la famille et tout, qui paye la note quand vous allez peut-être au restaurant? Bon... Qui paye la note? Bon, je ne vais pas tout le temps, disons que je ne vais pas au restaurant tout le temps avec la famille. Il m'arrive parfois de venir ici, parfois certains frères vont m'inviter, mais il m'est arrivé aussi de venir ici et inviter toute ma famille au restaurant, et leur offrir un restaurant. Donc, ça veut dire que tu as les moyens. Donc tu leur montres que tu as les moyens. Mais pourquoi tu ne peux pas les aider quand ils te disent que ouais, j'ai besoin de 200 €, 300 € pour faire ci, ça? Pourquoi tu ne les aides pas? Comme j'ai dit, j'aime apprendre à pêcher que de donner du poisson. Bon, maintenant, quand je vais au restaurant avec eux, après tout, c'est ma famille, je veux voir cette chaleur humaine là. Je veux qu'on
On se retrouve quelque part, on mange. Aujourd'hui, je ne vais pas te retrouver quelque part, vous asseyez là, vous ne consommez rien, n'est-ce pas? Donc, parfois, ils m'invitent. Parfois, ils m'offrent même plus que j'en ai besoin. Ils m'invitent à boire. Et moi, je ne bois pas. Je ne bois pas l'alcool. Parce que ça va me ralentir mes idées. Donc, mais il m'est arrivé d'amener ma famille au restaurant. Et ça m'a aussi permis de gagner du temps. Parce que s'il faut... J'ai une grande famille ici. S'il faut aller chez chacun individuellement, ou bien tel va dire, tu es venu, tu ne m'as pas visité. Non. Je pense que time is money, n'est-ce pas? Donc, c'est une meilleure façon de gérer son temps, c'est de dire, retrouvons-nous quelque part. Oui, aussi, c'est vrai, on optimise, ouais. Oui, et je me rappelle même une fois, je suis venu ici, je ne sais pas combien d'années ça fait, une fois j'avais demandé, c'était dans les 2000, parce que je me rappelle, c'était avant que ma maman ne décède, elle était ici en France, une fois j'avais demandé à ma famille, allons dans un restaurant, les gars, trouvez un bon restaurant, là on va manger. Et j'avais dit, s'il vous plaît, ne m'amenez pas au tourne-dos. Ils m'ont dit, non, c'est bien, et on te dit, c'est bien. Et on allait quelque part dans un restaurant ici à Paris. Franchement, je suis entré comme ça. Quand je regarde sur le tablier de la dame qui servait là, je n'avais pas envie de manger là-bas, quoi. N'est pas le même niveau de référence. Je me suis dit, mais c'est pas bien. Et c'est ça qui me choque aussi. Je peux me demander, mais comment se fait-il qu'avec la grosse communauté afro qu'il y a ici, ou bien africaine qu'il y a ici, pourquoi on ne peut pas faire des choses bien? Mais tu as vécu ici? Pourquoi on ne peut pas faire des choses bien? On veut tout faire des petits tours de dollars. Tu es là, tu es serré, c'est toujours... Je ne sais pas. Pourtant, je pense que dans la restauration, ce n'est pas un domaine dans lequel tu as besoin de savoir même bien cuisiner. Moi, je mange beaucoup dans un restaurant. Je pense que, je peux me tromper, mais je pense que dans le restaurant, l'un des éléments qui peut faire bien vendre, c'est d'abord le cadre. Et le cadre compte beaucoup. Les gens viennent pour vivre une expérience. Je veux m'asseoir quelque part, je suis confortable. Je suis à l'aise. C'est propre. Peut-être il y a l'Internet. Et je le fais tout le temps. Je vais dans des restaurants même où parfois la cuisine, c'est pas vraiment ce que ça m'intéresse pas. Mais le cadre. Mais je mets du temps là-bas. Ouais. Peut-être je vais travailler dans un endroit calme. Et finalement, je vois que je suis obligé de leur faire la recette. Donc je pense que ce n'est pas le goût qui attire généralement. C'est plutôt le cadre qu'on offre. Mais malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup de nos, c'est pas, des nôtres n'ont pas peut-être pigé ça, quoi. Parfois, je vois des restaurants où, franchement, quand tu vois le cadre dans lequel... Et il y a beaucoup de bruit. Tu es au restaurant comme ça, mais seulement le bruit, même là, il y a une musique, là, tu ne peux même pas causer avec les gens. Tu vois? Tu vas aller au restaurant avec un ami, on échange, je parle peut-être business, parle de telle chose. Mais si la musique est déjà à un certain niveau, je ne peux pas. Je dois crier. Je sais que, en général, nous, on crie, n'est-ce pas? Peut-être c'est aussi dû à la chaleur dans laquelle nous sommes nés. On parle fort. Ouais. OK. Et je sais qu'en offre aussi, tu me disais que à ce jour, au niveau de l'immobilier, quand même, tu as un patrimoine qui a plus de 10 millions. Oui. J'aimerais quand même que tu nous montres d'où tu pars. Je sais que tu m'as montré une photo tout à l'heure, là. Est-ce que tu peux nous remettre la photo, là? Quand j'étais ici en France? Oui. Est-ce que tu peux remettre la photo? Oui, bien sûr. Un instant. Dans au montage, ça va être rajouté. On va laisser le soin. OK. Donc là, justement, normalement, là, en ce moment, on devait être en train de voir une photo de Happy. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette photo? Disons que ça, c'est une photo, je crois, ça, c'était avant que je n'aille au Canada. Oui. Je vivais ici en France, je faisais la livraison. Oui. Et je livrais les téléphones. À France Télécom. Je livrais des colis aussi. Oui. Et ça, c'était mon camion de livraison. Et à l'époque, là, même, je travaillais avec un compatriote. Oui. Qui ne me payait même pas, quoi. Il ne te payait pas. Il ne payait même pas. Ouais. Donc, c'était pas évident, quoi. J'ai fait des boulots durs. Et j'ai fait l'Allemagne. C'était pas ce que je voulais. Je suis allé en Angleterre. C'était pas ce que je voulais. Je suis venu ici. C'était pas ce que je voulais. Donc. Mais tu voulais quoi? Et je me cherchais. Tu cherchais quoi? L'argent? Je voulais avoir une meilleure vie que la galère que je vivais ici. Ouais. Donc tu as nous dit que tu as galéré en France. Bien sûr. Mais pourtant, quand les gens viennent en France, c'est pour s'en sortir. Bon, est-ce que tu vivais mieux en France? Est-ce que tu vivais mieux au Cameroun qu'en France? Parce que j'imagine quand tu as quitté le Cameroun. Oui, je vivais beaucoup mieux au Cameroun, oui. Mais pourquoi tu es revenu en France? Non, je ne suis même pas venu en France, je suis allé en Allemagne. Oui, pourquoi tu es allé en Allemagne alors, si tu étais bien au Cameroun? Donc, quelqu'un m'a escroqué d'abord. Ouais. Je faisais business déjà. Oui. Donc, j'avais une entreprise. J'avais 7 personnes qui travaillaient dans l'entreprise. Ça se passait bien jusqu'à un certain moment. Oui. Après, il y a un membre de la famille qui m'a pris beaucoup d'argent. Combien à peu près? Ça, je veux garder ça un peu. Oui. D'accord. Oui, donc il y a quelqu'un qui m'a pris beaucoup d'argent. Et ça chamboulait mon business, quoi. Et c'était une anarque. Oui. Ça m'a pris du temps oui. pour comprendre que c'était une anarque.
Et puis... Pas un membre de la famille? Oui. Et pourquoi tu n'as pas porté plainte? Bon... Généralement, la famille s'attend parce que tu portes plainte, n'est-ce pas? Bon, je l'ai arrêté. Ouais. Je l'ai enfermé. Ouais. Après, il s'est enfui. Ouais. Et bref, ça a chamboulé mon business. Ça a apporté quand même beaucoup de secousses dans la famille. Ouais. Et finalement, j'avais des dettes parce qu'il y avait bouffé des tontines et tout ceci. Il fallait que je rembourse. Ouais. Donc, c'était stressant. Et finalement, j'avais besoin de changer d'air. Mais pourquoi changer d'air? Tu n'es pas allé, je sais pas moi, au Togo, au Bénin. Pourquoi l'Allemagne? Bon, parce qu'à l'époque, j'avais quand même une relation en Allemagne. Mon frère vivait en Allemagne, il est décédé. D'accord. Mais il vivait. Bon, quand je vivais au pays, je n'avais pas vraiment... Quand les affaires marchaient, je n'avais pas l'intention forcément de venir en aventure, quoi. Je n'avais pas l'intention de venir en aventure. Bon, je suis allé en aventure, ça ne s'est pas passé comme... Bref, c'était dur. C'était dur. Et puis, c'est pourquoi je me déplaçais, aller chercher ce que je ne trouvais pas où j'étais arrivé, quoi. Ok. Tu sais pourquoi je reviens sur cet épisode parce que là, tu as dit quelque chose, peut-être toi, tu ne t'en rends pas compte. C'est que ça fait des années que je suis dans le business. Oui. Ça fait combien d'années à peu près? J'ai commencé le business, je dis 96. Ah oui, quand même, 96. Ça fait plus de 20, ça fait à peu près 29 ans que je suis dans le business. Oui. Mais je peux même dire même avant, parce que quand j'avais 8 ans déjà, 8 ans, 10 ans, ma mère était une commerçante, comme on l'appelle, Bayam Selam. Oui. Elle vendait du poisson. Oui. Donc elle m'a initié très tôt. Oui. Elle me réveillait à 4 h du matin, on devait à la poissonnerie populaire pour acheter du poisson. À un moment donné, c'est moi qui allais tout seul. À 16 h là, j'achetais des cartons de poisson, je transportais le taxi pour aller au marché Mélène, détailler. J'ai vendu à friperie, j'ai vendu beaucoup de choses. Donc, j'étais à l'école primaire. Je me rappelle, on allait à l'école de... on appelait de midi ou de matin. Oui, voilà. De midi et de matin, oui. Voilà, donc j'allais à l'école primaire. Quand j'allais à l'école à midi, le matin, je devais aller au comptoir de ma mère. Je devais aller vendre à ses côtés. Oui. Donc, le fait de l'avoir vu faire le business, ça m'a impacté, quoi. Donc, je me rappelle, j'étais au cours moyen 1, je vendais du lait en classe. J'avais la boîte Nido. Waouh. Je vendais le lait. À l'époque, là, on prenait le lait. On léchait. J'achetais, oui, on léchait. J'achetais le lait de 5 francs sur la pomme de main. Sur la pomme de main. Il fallait que tu achètes une pour 25. Oui, bien sûr. Comme le petit entonnoir. Ouais. Donc, il y avait déjà cette notion-là. Cette niaque du business qui est en moi depuis. Je voulais faire le business. Donc, j'ai toujours voulu avoir ma flexibilité, quoi. Je n'aime pas être dépendant. Je n'aime pas qu'on m'impose des choses. Je veux me sentir flexible. Donc, je pense que ça a aussi contribué à ce que j'aille chercher, quoi, pour avoir cette flexibilité. Donc, ça m'a plu. Et puis, je me suis lancé en business. J'ai vu que ça marche. Et puis, je me plaisais dedans, quoi. Et quand je fais quelque chose, généralement, je fais à fond. Ok. Donc, j'aime aller... À fond. Je fais à fond, j'aime explorer. D'accord. Et... Quand tu te retrouves dans l'immobilier, tu pèses plus de 10 millions. Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir avoir un patrimoine de plus de 10 millions de dollars? Je vais revenir encore. Peut-être ça va te surprendre. Je me suis formé pour comprendre comment ceux qui ont l'argent ont fait. Oui. J'ai étudié leur histoire. Qu'est-ce qu'ils font qui marche? J'ai essayé de mettre en pratique. Initialement, avec moins de sérieux, je me suis brûlé. J'ai perdu beaucoup d'argent. Combien à peu près? Bon, ma femme n'est pas au courant. À l'époque, je ne pouvais pas. Donne-nous une exclue alors, puisque c'est passé déjà. À l'époque, je ne pouvais pas lui dire, mais aujourd'hui, elle est dedans. Oui, elle peut mieux comprendre. Oui. Mais pour que ça marche, moi, j'ai commencé à m'asseoir, dire, mais pourquoi je perds? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et puis, finalement, c'est comme ça que, après avoir été exigeant avec moi-même, discipliné, dit que je veux comprendre. Et puis, comprendre les règles aussi, comprendre que quand je perdais, là, j'aurais pu ne pas perdre. Donc, quand j'achète des actions, si ça baisse, je ne tremble pas si j'ai bien choisi ma compagnie. Je dois seulement travailler sur ma patience et sur ma discipline
Ma discipline me dit, ne prends pas tel type de compagnie, mets pas ton argent dans tel type de compagnie. C'est difficile de respecter ça. Mais si je réussis à le faire, une fois que j'ai pris ceci, si ça ne se passe pas bien, supporte. Fais des recherches sur l'entreprise. Est-ce qu'il y a des mauvaises nouvelles? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Donc ça, c'est aussi difficile à le faire. Mais si tu réussis à le faire, tu vas voir que oui, tu peux avoir des moments bas, mais qui sont juste temporaires. Ouais. Après, après la vague là va passer. Comme pendant la crise de 2008. Ouais. Plein de compagnies ont perdu, n'est-ce pas, ont disparu. Et à l'époque, je n'étais pas encore très, très loin dans la bourse, mais j'avais des collègues qui voyaient ça, ils me disaient, j'avais des collègues qui avaient 20 ans de service, qui avaient 15 ans de service. Ils disaient, ne t'en fais pas, tout ça va revenir. J'ai dit, mais attends, ça tombe comme ça, vous allez revenir, tout ça va revenir. Donc, je pense que quand tu as dans cette compréhension, cette connaissance, quand tu comprends les règles du jeu, et tu travailles sur ta patience, sur ta discipline, tu peux être plus patient et puis tu peux dégager beaucoup de gains, quoi. Oui, mais du coup, tu nous avais déjà perdu combien à peu près? Bon, là, je parle de... Je ne sais pas, peut-être... Je ne me rappelle pas exactement. Ça peut être peut-être dans les 20 000, 30 000. Oui, mais à une époque, pour toi, c'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent, bien sûr. C'était beaucoup d'argent, en effet. C'était beaucoup d'argent, mais cette perte ne m'a pas choqué. Autant qu'une autre perte. J'ai perdu... Je me rappelle, j'avais perdu $2 600 sur une compagnie. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si une perte m'a autant choqué, quoi. Pourquoi ça t'a autant choqué? Parce que c'était la première fois que je perdais... C'était la première fois que je perdais les 2600 là. C'était sur une compagnie de Manuvie qui fait des assurances. Je n'avais jamais perdu en bourse autant. Mais quand j'ai perdu dans l'autre somme que j'ai dit 20 000, c'était pas ma première perte en fait. Donc ça c'est un cumul, n'est-ce pas, ce que je donne. Mais il y a un 2600 que j'avais perdu, ça m'avait tellement touché. Et c'était l'impatience qui m'avait fait perdre. Oui. J'avais tremblé. Oui. J'avais acheté des actions. Oui. Ça a baissé. Oui. C'était pendant la crise de 2008. Là. Oui. Quand ça a baissé, j'ai vendu très vite. Et des mois après, c'est remonté. Ouais. Ah oui. Et quand je dis ça m'avait choqué parce que à l'époque, là, je ne comprenais pas très bien les règles du jeu. Et je me rappelle même à l'époque, là, je venais de rencontrer ma femme. À l'époque, je flirtais avec elle. Et j'avais acheté... Après plusieurs années de célibat. Oui, après long célibat endurci. Ouais, endurci. Donc, je flirtais avec elle et quand je l'ai connue, j'avais acheté... Un autre fantasme que j'avais, c'était... J'aime beaucoup la musique. Oui. Et je m'étais dit, si un jour je réussis à pouvoir voir mes idoles en concert, franchement, je ne vais pas hésiter, quoi. Si je réussis à avoir l'opportunité de voir mes idoles en concert, je ne vais pas hésiter. Donc, quand j'arrive au Canada, j'ai la possibilité d'aller au concert de Boyz II Men. Ah oui. End of the road. Voilà. J'ai la possibilité d'aller au concert de Kennedy. Wow. J'ai la possibilité d'aller au concert de Tina Turner. Wow. George Benson. C'est des gens que j'ai vus. Oui, bien sûr. Alors, j'avais acheté le billet pour le concert de Tina Turner. Elle est décédée, paix à son âme. Et c'est une dame que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup sa musique. J'avais acheté le billet. Et comme j'ai dragué la petite, j'avais acheté le billet pour nous deux. Comme d'habitude. Malheureusement, c'est la semaine-là j'ai perdu 2600 là. Ah ouais? Le concert qui était tant attendu, finalement, le jour du concert, j'étais tellement mal en point que je n'ai pas enjoy, quoi. Je n'ai pas profité. Ta tête était sur les deux? J'étais seulement sur mes 2600 là. Et j'étais vilain, j'étais pas un gentleman, j'étais vilain avec la petite. Et elle ne comprenait pas. À l'époque, il ne faut pas lui en parler et tout ça. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais vilain ce soir, quoi. On allait au concert, la musique, je ne disais rien. Quand Tina Turner a chanté, elle est même venue face à moi là et tout ça, je ne la regardais même pas. J'étais même pas avec elle. J'étais seulement sur mes $2600. Donc, je convertis ça putain en CFA, je voyais que... Ouais, la conversion. Bon, après, j'ai pris le temps de comprendre les règles du jeu, j'ai même perdu ceci après, même un peu plus, je me suis rendu compte que, bon, c'est rien, quoi. Donc, tu peux avoir une perte qui t'a touché plus qu'une grosse perte. Tu vois, une petite perte qui t'a touché plus qu'une grosse perte. Et c'est le cas chez moi. Ok, oui, bien sûr, je comprends parfaitement. Et ma question, justement, parce que tu nous as parlé plus ou moins de l'immobilier, il faut se former, bon, il faut apprendre. Aujourd'hui, j'imagine quelqu'un qui se lance dans le salariat. Il est salarié, il n'y a rien de mal à ça. Et maintenant, il t'écoute, parce qu'il y a beaucoup de choses. On entend les cryptos, on entend le trading, on entend la bourse,
on entend l'immobilier. Bon, pour quelqu'un qui veut se lancer dans ces activités-là, par quoi il commence? L'immobilier ou la bourse? Je dirais que ça dépend du capital avec lequel tu veux commencer. Si tu veux commencer par l'immobilier, il te faut un peu plus d'argent généralement. Oui, en général, oui. En fonction du minimum qu'on va te demander pour la mise de fonds, n'est-ce pas? Oui. Donc, il te faut plus d'argent généralement. Et puis l'immobilier, ça dépend du pays dans lequel tu es. C'est pas le même qu'en France qu'au Canada. Oui, en effet, oui. Donc, ceci va dépendre dans quel pays on est. Quelles sont les opportunités qu'on a. Je connais des gens au Canada qui ont utilisé les cartes de crédit, par exemple, pour faire la mise de fonds. Moi, dans mon cas, c'est plutôt la bourse qui m'a permis d'avoir ma mise de fonds. Donc, si tu as quand même quelque chose, ici en France, peut-être on va te demander un CDI, n'est-ce pas? Donc, il y a certains paramètres à prendre en considération. Si tu veux commencer par la bourse, la chose la plus difficile, c'est de trouver quelqu'un qui comprend ce monde, qui va te tenir la main et t'y amener, que tu comprennes les règles du jeu. Généralement, ça ne demande pas un grand capital pour commencer en bourse. Je pense que le plus grand défi de la bourse, c'est de trouver quelqu'un de sérieux, quelqu'un de crédible, qui t'accompagne, qui est là pour répondre à tes questions. Oui. Et qui a de l'expérience, qui a des résultats. Ah oui, c'est vrai. Et qui peut être là quand tu as des questions pour les répondre. Et qui va te dire la vérité. Qui ne va pas te vendre l'illusion. Qui va te dire que tu peux perdre. Que tu peux aussi gagner. Et qui va te dire que si tu viens en espérant que tu vas perdre, ce n'est pas pour toi. Parce qu'à la fin de la journée, les gains, c'est une combinaison de pertes. Donc, il faut que mes gains dépassent mes pertes. Oui, forcément. On ne peut ne pas perdre. Mais tu as donc besoin de quelqu'un qui te dit la vérité. Sans juste te dire, tu vas devenir millionnaire demain. Et donc, si tu comprends ceci, tu suis très bien, tu respectes ce qu'on te dit, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Donc, tu peux commencer par la bourse sans un gros capital. Certains peuvent commencer par la crypto. Mais il faut aussi que tu comprennes les règles du jeu. Je pense que par la crypto, c'est aussi possible de lever des fonds, de faire de l'argent. Oui. Tu peux gagner très vite, comme tu peux tout perdre très vite. Bien sûr. Parce que tu ne comprends pas les règles. Et je pense que la crypto est beaucoup plus volatile que la bourse. Beaucoup plus facile de gagner, beaucoup plus facile de perdre. Ou de maintenir le gain que tu as fait. Et je pense qu'en bourse, je pense que sur les marchés, la chose la plus difficile, ce n'est pas de faire de l'argent. Ah oui? La chose la plus facile en bourse, pour moi, c'est de faire de l'argent. Mais la chose la plus difficile, c'est de maintenir ce gain que tu as fait. Ah oui, ok, d'accord. Donc, tu peux aller sur la crypto, tu fais beaucoup d'argent d'un coup. Après, tu vois tout ça s'évaporer. Parce que tu n'as pas su comment conserver. Je préfère la bourse parce qu'il y a des outils pour gérer ton risque. Je peux dire, dès que j'ai fait un certain montant comme ça, voici ce que je peux utiliser. Oui, certains vont me dire qu'il y a le stop loss et ceci, mais ça va au-delà. Même déjà, le type de compagnie. Quelles sont les nouvelles économiques? La bourse est basée sur l'économie. Je peux suivre l'économie et à quel niveau ça me permet de savoir quelles décisions stratégiques je peux prendre pour telle position. Et quand j'ai une bonne compréhension de l'économie, c'est tellement connecté à la bourse. Quand j'ai une bonne compréhension de comment est-ce que l'économie fonctionne, j'ai beaucoup plus d'opportunités sur les marchés boursiers. D'accord. Ok. Et pour compléter ta question, tu as demandé est-ce qu'on commence par la bourse, l'immobilier ou bien l'entrepreneuriat. Tu peux aussi te lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Bon, moi, je veux rester vraiment sur l'immobilier et la bourse. Ok, parce que, voilà, parce qu'il y a une question qui va suivre, c'est on commence par quoi du coup? Bon, je prends en plus qu'on est en France, je vais prendre le ressortissant français lambda qui a, allez, je vais dire 10 000 euros d'économie. Oui. Voilà. Et qui se dit, est-ce que je peux me former à la bourse ou alors je vais me former à l'immobilier parce que c'est aussi possible d'investir dans l'immobilier sans apport. Ça, c'est possible. Oui. Et puis, il y a aussi l'immobilier sans les banques avec la sous-location. Ça, c'est possible. Ça, je demande, voilà. Bon, je dirais que full transparency, je ne maîtrise pas le marché immobilier français. Oui. Donc, je ne peux pas trop me prononcer dessus. Je peux me prononcer sur le marché immobilier canadien ou américain. Oui. Mais français, j'ai des réserves à ce niveau. Ce n'est pas mon champ d'expertise, ce n'est pas mon domaine là. Maintenant, si la personne veut commencer par la bourse, comme j'ai dit, le plus dur, c'est trouver qui va te montrer comment ça se passe. Tu n'as pas besoin d'un grand capital. Tu peux venir en bourse, par exemple, lever des fonds. Tu peux commencer avec un petit montant
et lever des fonds pour aller dans l'immobilier, par exemple. Bon, maintenant, le truc, c'est que j'ai quand même vu ta formation. Donc, ça veut dire que si on prend formation plus investissement pour démarrer, le plus bas montant avec lequel il faut démarrer, avec la formation compris, c'est combien à peu près? Notre première formation, Action 1, coûte $1 797 voilà. Américains. Américain, oui. Pas canadien, américain. Américain. Oui. Donc, ça peut... Et bon, notre première formation, en euros, on peut dire peut-être 1600, 1500, 1600 euros environ. Ouais. Après ça, si tu as... Donc, si je veux être sûr que je comprends la question, c'est si on veut payer la formation et avoir un capital, tu me demandes... Exactement, oui. Tout compris. Oui. Bon, il est possible de commencer avec $1000, avec $500. Le plus... Ce que je recommanderais, c'est au départ de ne même pas commencer avec le vrai argent. Ouais, on commence en démo. Avec le compte d'essai. D'essai, oui. Oui, on te donne un certain montant. Oui. Tu essaies d'acheter, de vendre, de voir que tu... comment on s'en sort? Comment tu t'en sors. Et après, les 1000 ou bien si, quel que soit le montant, 500, tu peux te lancer progressivement, quoi. Ouais. Même si tu as même un gros montant, je ne recommanderais pas de commencer avec ça directement, quoi. Parce qu'une fois de plus, il faut un peu d'expérience. Il faut que tu commences par le compte d'essai. C'est mieux que tu commences par le compte d'essai pour voir est-ce que je comprends les règles, est-ce que je sais acheter, je sais vendre, est-ce que... Ça veut dire que si quelqu'un a les moyens aujourd'hui, la première chose qu'il doit faire, c'est investir dans une formation. Oui, je recommanderais de se faire accompagner parce que seul, c'est difficile. Parce que ce qu'on a vu souvent, il y a plein de personnes qui nous disent que oh, j'ai perdu tel montant, ça ne marche pas. Quand tu demandes, tu as perdu combien? J'ai perdu $5 000, j'ai perdu $10 000. C'était un moment où on te dit le montant qu'ils ont perdu. Après, ils voient que ce montant-là, s'ils évaluent, ils voient que c'est beaucoup plus que ce qu'ils auraient pu mettre pour apprendre avant de se lancer dedans. Oui, c'est vrai en plus, oui. On veut gagner tout de suite. On veut gagner sans comprendre les règles. Après, on paie beaucoup plus. C'est vrai. Donc, si j'avais su, j'allais prendre un peu pour me former. Et quand tu vas te former, ce ne sera qu'un avantage pour toi. C'est vrai. Mais ça, tu le dis aujourd'hui. Pourtant, toi, au début, est-ce que tu t'es formé? Bon, je me suis formé parce que c'était une obligation pour garder mon poste. Ah oui, bien sûr. Donc, pour garder le travail que j'avais, il fallait que je sois formé. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, en effet. Et donc, beaucoup disent que l'immobilier, c'est plus sûr que la bourse. Toi, tu en penses quoi? Non, je ne pense pas que c'est plus sûr parce que c'est des marchés qui fluctuent. Oui. L'immobilier est moins liquide. Liquide veut dire j'ai moins accès au fonds. Si je veux vendre une maison, je veux faire une transfert immobilière, je ne peux pas vendre là et avoir l'argent tout de suite. La bourse a plus de liquidité, tu as plus accès facilement à ton argent, il y a plus de fluctuations dans la bourse, mais ça ne veut pas dire que plus de fluctuations veut dire plus de pertes. Quand moi je comprends comment la bourse fonctionne, par exemple avec les produits dérivés comme les options, la fluctuation signifie l'opportunité. Donc, quelqu'un qui trade les options aime les fluctuations. Oui. Tu adores les fluctuations quand tu comprends les règles du jeu. D'accord. Donc, dire que l'immobilier est plus risqué, est moins risqué, je dirais non. Je pense qu'il faut faire une combinaison des deux. C'est ce que j'ai observé. Beaucoup de personnes qui font de l'argent, qui ont des gros portefeuilles, font au moins ces deux. Diversifient. D'accord. Et quand tu parles de diversifier, ça me ramène maintenant sur le site internet. Il y a Action 1, Action 2, Action 3. Ça veut dire que quand quelqu'un va sur le site, et s'il veut suivre, s'il prend, donc c'est uniquement Action 1 qui coûte $1 700. Oui. Ça veut dire que, mais est-ce qu'avec ça, il peut y gagner de l'argent? Oui. Nous avons un étudiant qui a gagné $32 000 avec juste en suivant Action 1. Action 1. Et c'est quoi la différence entre Action 1 et Action 2? Action 1, c'est une formation qui te permet de démystifier la bourse. Apprendre à lire les codes boursières, les prix là d'une manière confiante. Comprendre c'est quoi les actions, c'est quoi les dividendes. Pourquoi une compagnie va en bourse? Comment est-ce qu'une compagnie fonctionne? Comment est-ce qu'on gagne de l'argent dessus? Qu'est-ce qui fait que le prix augmente de $100 à 150? Comment est-ce qu'on achète une action? Comment est-ce qu'on vend une action? C'est qui le courtier? Quels sont les comptes qui sont disponibles? Comment est-ce qu'on met une protection sur sa position? Donc ça, c'est la première formation, Action 1. Donc en prenant cette formation, tu sais comment acheter. Après avoir compris c'est quoi. Tu sais comment acheter, tu sais comment vendre, tu ouvres ton compte, tu fais des simulations avec nous. Donc tu pratiques.
Action 2 va te permettre d'aller plus en profondeur pour gagner en confiance. Je fais avec confiance. S'il y a 10 compagnies, je suis plus confiant que je vais choisir celle-ci parmi les 10. D'accord. J'apprends à analyser pour prendre des meilleures décisions. Donc ça veut dire que mais déjà dans Action 1, quelqu'un qui prend ça, il peut déjà aller sur les marchés. Oui, bien sûr. Tu peux aller sur les marchés, mais tu n'auras pas cette confiance dont je parle. Tu n'auras pas la possibilité d'analyser en profondeur des compagnies pour savoir est-ce que ceci est meilleur que l'autre. D'accord, mais du coup... À quel moment j'achète, à quel moment je vends. Donc, Action 1, si tu décides que je vais acheter des actions d'une compagnie ABC, tu sais le faire. Je veux faire telle chose, je sais le faire. Je veux comprendre c'est quoi une action, c'est quoi un ETF, je sais le faire. Avec Action 1. Je sais lire les codes. Oui. Mais la différence avec Action 2, tu vas savoir quoi acheter. Ah, ok. Qu'est-ce qui est mieux d'acheter? Et pourquoi tu achètes ici? À quel moment c'est mieux de l'acheter? À quel moment c'est mieux de vendre? D'accord, ok. Donc on va plus en profondeur, on bâtit ta confiance. Oui. Et on te montre aussi, si tu veux profiter quand les marchés sont baissiers, oui. Parce qu'on peut gagner quand le marché monte ou quand le marché descend. Oui, bien sûr. Si tu veux gagner quand les marchés sont à la baisse, tu sais le faire avec Action 2. Ou alors, si tu veux utiliser l'argent du courtier pour investir, pour avoir l'effet de levier, tu sais comment le faire. D'accord. Ça va Action 2. Donc, en amont, tu disais qu'il y a quand même quelqu'un qui a gagné plus de 32 000 $ en prenant uniquement Action 1. Action 1. Action 1. Et ils sont nombreux à avoir gagné autant avec Action 1? Bon, ça se trouve, on a plusieurs gains. Bon, on dit que plusieurs 32 000, je dirais pas certain. Oui. Parce que ça dépend aussi des résultats que nos étudiants nous repartagent. On a des étudiants qui gagnent, qui ne veulent pas partager. Parce que parfois, certaines situations familiales, ils ne veulent pas passer à Mondovision. Je vais dire que j'ai eu ceci, je vais être vu par... Donc, les résultats que nous donnons, généralement, c'est des étudiants que les étudiants ont volontairement voulu partager avec nous. D'accord. Mais on a d'autres étudiants qui ont gagné 10 000 $, qui ont gagné certaines sommes. Donc, voilà un peu. Dans l'ensemble, on a des étudiants qui ont gagné des centaines de mille jusqu'aux millions avec les actions, avec nos formations, avec les options. Ouais, ok. Et est-ce que par rapport à ça, tout à l'heure même, on va regarder sur le site internet, est-ce que par rapport à ça, par exemple, les offres quand même pour le français moyen, puisque là nous sommes en France, le français moyen, ça a l'air un peu élevé. Est-ce que c'est possible de régler en plusieurs fois? Oui, bien sûr. Nos formations peuvent être payées en 3 fois. Régler en plusieurs fois, oui. D'accord, ok. Et maintenant, ça a l'air un peu élevé. Je vais revenir sur ce point pour dire, généralement, les formations, quand les gens trouvent que c'est élevé, je dirais que ça dépend de sous quel angle ils regardent. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Parce que si je paye 1500 par exemple pour une formation qui me donne le potentiel de gagner 10 000 $, 100 000 $, je ne sais pas si c'est vraiment sous cet angle-là qu'on devrait regarder en disant que c'est cher. Je devrais plutôt me demander c'est quoi la valeur que ça va m'apporter. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel est le potentiel que je récupère mon argent? D'accord. Donc c'est sous cet angle-là que je devrais plutôt regarder et puis me dire, si je regarde, même si je n'ai pas les moyens pour me l'offrir en ce moment, quel sacrifice je peux faire pour me l'offrir? Parce qu'à la fin de la journée, il suffit d'investir en soi. N'est-ce pas? Si je n'investis pas en moi, comment je pourrais détecter les opportunités? Ouais, c'est vrai, c'est clair. Et justement, puisqu'on en parle, bon, moi, je suis obligé de parler pour la communauté. Bon, pour ceux qui suivent tes podcasts là, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une offre pour eux? Il n'y a rien, il n'y a pas un code promo, il n'y a rien pour eux? Bon, pour ceux qui suivent nos podcasts, je leur recommanderais de nous contacter. De nous contacter à travers le lien qu'on va mettre ici. Oui. Et puis, nous allons voir ce qui est possible. Parce que je ne sais pas quand ce podcast va sortir. En tout cas, dans 2 semaines. Oui, donc, nous ne pouvons pas faire une offre non-stop. Ah oui, bien sûr, oui. Donc, ce serait mieux que la personne nous contacte et puis nous dit, j'ai suivi le podcast et puis nous pouvons prévoir quelque chose. Ok, d'accord. Ça marche. C'est important de savoir. Bon, du coup, on aimerait bien, c'est parce que nous sommes en live, là, il faut qu'il nous montre des trucs, voilà. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques, je sais pas moi, sur la plateforme, histoire de nous expliquer 2-3 trucs? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je peux aller ici sur mon écran pour partager... Attends, descends un peu, il y a une autre photo que j'ai vue là.
Un instant. C'est sorti. Ouais. Attends, c'est pas là. Ouais, le PowerPoint est parti. Bon, si c'est fermé, c'est pas... Ouais, c'est ça. Non, tu reviens. Voilà, là, non, à droite. Là. Bon, ça, c'est une de nos formations. Ah non, c'est que c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ce PowerPoint ici. Oui, j'essaie. Il y a une autre photo ici. Peut-être c'est cette photo? Oui, reviens un peu dessus. Donc, bon, Emma, tu sais comment tu vas gérer au montage là-bas. Bon, et du coup, cette image, est-ce que tu peux nous commenter un peu cette image? Oui, là, j'étais arrivé au Canada. Oui. Je n'avais pas d'expérience canadienne. Ouais. Ah, là, tu es au Canada? Oui. Ok. Là, je suis arrivé au Canada. Je n'ai pas d'expérience canadienne. Oui. On me dit qu'il faut avoir l'expérience. Ouais. Je me suis dit, mais attends, je suis venu ici pour me chercher, on me parle de quoi là? Ouais. Si je ne travaille pas quelque part, comment est-ce que je vais donc avoir l'expérience? Ouais. Donc, j'ai commencé à laver le sol. Je nettoyais le sol, je faisais le ménage dans une entreprise qui fabriquait du lait. Ouais. Mon salaire était autour de $7, à peine $7 de l'heure. Ah oui, $7 de l'heure? À peine $7 de l'heure. Ah ouais. Donc, pendant que je travaillais là-bas, j'ai rencontré un Camerounais. Il m'a dit, gars, j'ai trouvé un autre boulot là qui paye $9. Ouais. Donc, si tu gagnes à peine $7 de l'heure, tu apprends qu'il y a 9 là, tu cours. Ben forcément. Donc, je suis allé là-bas pour charger les palettes de sauce et des jus à Pizza, une compagnie qui fait des pizzas. Ouais. Donc, c'était pas pour préparer des pizzas, mais plutôt pour charger les sauces et tout ça sur les palettes. Et puis, on est allé là-bas. Et en plus, c'était même à travers une agence intérimaire. Ouais. Donc, ça veut dire que là-dedans, même, il fallait encore couper ce que l'agence intérimaire allait avoir. Wow. Donc, je suis allé là-bas et j'étais celui qui allait aider les gars qui conduisaient les chariots élévateurs. Ce que vous voyez sur la photo. Ouais. Et pendant que j'y étais, j'ai découvert que les gars qui conduisaient les chariots élévateurs gagnaient $14. Wow. Alors que moi, j'en gagnais 9. Et là, je les voyais comme des dieux, quoi. Parce que tu gagnes $9, tu apprends que quelqu'un gagne $14. Ouais, c'est... Ah ouais, grave. Je rêvais, je voulais être comme eux. Ouais. Après, j'ai dit non, il faut que j'apprenne à conduire cette histoire. Tu avais des chaussures, mon gars. Donc, c'est chaussures de sécurité. Et non, oui, bien sûr. Même si le fer tombe. Oui, comme ça, tu es ici. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la certification là pour apprendre à conduire ceci un week-end. Pour venir aussi là. Là, tu étais en certification là? Non, là, j'étais au travail. Ah, ok. Parce que pour conduire ça, il faut avoir un permis. Ouais. Donc, je suis allé passer le permis là un week-end. Je suis venu au travail, j'ai le truc, et on m'a pris. Et là aussi, je suis passé à $14. Et du coup, j'imagine que ça, c'est une diapo que tu diffuses très souvent pendant la formation. Oui. Et quand tu leur diffuses cette diapo-ci, qu'est-ce que tu veux leur transmettre comme message? Je vois pizza. Oui, je leur montre à peu près mon parcours. Je leur montre que je veux amener les gens à comprendre que même ce que j'ai montré avant, où ici, j'étais en France, j'ai fait beaucoup, j'ai été comme vous. Donc, je ne réussis pas en bourse aujourd'hui. Quand j'ai dit j'ai un portefeuille immobilier de plus de $10 millions, je ne suis pas né dedans. C'est pour dire que je suis parti comme vous, pour pouvoir le faire. Je n'aime pas le gros diplôme. C'est pour dire que j'ai fait des travaux durs comme beaucoup le font aujourd'hui et je n'ai pas accepté que ma vie reste seulement ce genre de travaux-là. J'ai décidé à un moment donné que ça doit changer. Donc, parfois, on se résigne. On dit, voilà, je n'ai plus d'alternative, je vais juste accepter la situation que la vie me présente. Je pense qu'il faut choisir. Si on veut rester dedans, bien si on veut passer à une autre étape, quoi. Donc, voici même d'autres photos là. Là, c'est des boulots que j'ai fait quand je suis arrivé au Canada, travailler à l'usine, porter le fer, et tout ceci, travailler dans le froid. Donc, tout ceci, c'est avant d'aller à la banque. Donc, je pense que c'est une volonté. Et c'est pourquoi je crois beaucoup en only the sky is the limit. Only the sky is the limit. C'est toi qui vas te fixer ta propre limite. Limite, en effet. Donc, moi, je ne me fixe jamais la limite. Jamais. Waouh. En tout cas, c'est très inspirant. Instant, j'ai perdu le truc. Ok. Et du coup, revenons donc sur le site internet. Comme ça, tu vas nous expliquer un peu les graphiques pour que nous comprenions mieux ce que c'est. Parce que tout ça, ça nous allait être très abstrait. Ok. Très bien. Donc, je suis ici, par exemple, sur la plateforme d'Interactive Brokers. Oui. C'est la plateforme d'un courtier. Ça, c'est un courtier Interactive Brokers. Oui, c'est le plus grand courtier dans le monde. Ah, un courtier américain. Et qu'est-ce qui fait de lui le plus... Pourquoi il est grand? Pourquoi en termes de chiffre d'affaires, en termes de l'endroit, en termes de nombre de zones, en termes de zones géographiques qu'il couvre, en termes de chiffre d'affaires. Il va même en Afrique, il peut offrir ses services à plusieurs niveaux. Il a son chiffre d'affaires. Oui.
Moi, je vois un truc là marqué. Ceci n'est pas un compte. C'est un compte démo. Oui, ça, c'est un compte qui fait des simulations. Ok, d'accord. Okay. Donc, par exemple, ici, tu peux créer un compte là. Tu peux acheter des cryptos avec lui. Oui. Tu peux acheter des actions en bourse. Ok, d'accord. Beaucoup de choses. Donc, quand tu crées le compte, il te donne. Tu peux créer un compte. Oui. Si jamais nous faisons ceci soit pendant nos masterclass. Oui. Ou bien pendant notre formation. Action 1. Donc, je peux regarder. Et donc, il me donne les informations de la bourse. Donc, c'est ça le rôle du courtier. Oui. Il va me relayer ce qui se passe à la bourse. Oui. Je prends, par exemple, ici, je peux mettre le nom d'une compagnie. Je peux mettre Apple, je peux mettre Google, je peux mettre Meta. Je peux mettre le nom d'une compagnie ici. Je lui dis, montre-moi les informations sur Meta. D'accord. Donc, il me dit, une action de Meta coûte $685. À l'instant. À l'instant. Oui. Si je veux l'acheter, oui. Voilà le bouton pour acheter. Donc, je communique avec le courtier. Ok. Pour pouvoir acheter ou vendre. Oui. Et c'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça. D'accord. Il y a quelqu'un qui a envie d'acheter. Il dit ici, il y a le cours vendeur et le cours acheteur. Oui. Donc, il y a un acheteur, puisque c'est une vente aux enchères. Oui. Le vendeur a envie de vendre ses actions à $685,25. L'acheteur dit non, moi je paye $600. Oui, mais... Donc, il y a un écart de 25 centimes. Ouais. Donc, c'est comme si on faisait une vente aux enchères. Ouais. On dit par exemple, mise à prix, 685,25. Qui prend? Une fois, deux fois. Donc, au lieu de crier, on utilise donc l'ordinateur pour exprimer son intérêt, quoi. Ok, bon. J'imagine que là-dessus, il y a plusieurs personnes. Je comprends que le prix peut être fixé à 680. Mais maintenant, comment on fait pour savoir que finalement le prix d'achat, ce sera 685? C'est quoi? On fait une moyenne des propositions? Comment ça se passe? Non, le prix, quand la compagnie est en bourse, je vais vous montrer ici par exemple cette image, peut-être avant ça. Oui. Donc sur cette image, comme j'ai dit, la bourse c'est un marché. On peut voir plein de gens ici sur cette image. Oui. Je ne sais pas si tu réussis à voir. Oui, je vois parfaitement, oui. On voit les gens qui crient, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous voyez les gens ici qui crient. Donc, c'est un marché. Supposons un marché de tomates, des oranges. Oui. On dit, le panier d'oranges coûte $100 aux enchères. Oui. L'autre dit, je prends $100, $101. L'autre dit 102. Donc, on se met ici pour crier. On se met là pour crier, pour dire, je veux prendre à tel prix. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on n'a plus besoin d'aller se placer à un endroit physique forcément pour crier. On utilise plutôt l'ordinateur. Parce que ici, ce qui se passait, c'est qu'avant, il y avait un problème de décompte. Parfois, non, c'est moi qui dis le premier. Non, c'est ceci. Donc, pour départager ceci, l'ordinateur est beaucoup plus efficace. D'accord. Donc, au lieu d'aller crier que je veux prendre à $10, 0,5, tu vas sur l'ordinateur, tu dis $10, 0,5. Tu mets ton prix là-bas. Il y a vraiment des gens qui mettent un prix? Bien sûr. Manuellement? Oui. Mais est-ce que moi, je peux venir mettre un prix aussi? Disons que quand tu crées le compte, tu viens, on te demande, on te dit, voici ce que ça coûte à l'instant T. Oui. Tu veux payer combien? Et tu mets ton prix. Ah, mais on te dit déjà combien ça coûte à cet instant-là. Ok, d'accord. Donc, on te dit qu'il y a un potentiel acheteur. Oui, qui est prêt à prendre à ce prix-là. Un potentiel vendeur qui demande tant. Toi, tu veux prendre tant. N'est-ce pas? Un peu comme si on prend l'immobilier. Supposons que je vende une maison, je vends une maison en vente aux enchères, n'est-ce pas? J'ai dit, mise à prix, 300 000. Quelqu'un va dire 301 000. Donc, ça veut dire que si nous sommes 1 million à être sur cette action-là, donc, et si nous tous on propose, je vais dire un truc bête, si nous tous on propose 685 et qu'il y a une personne parmi nous 1 million. On donne au premier. Premier arrivé, pas celui qui propose plus cher? Non, peut-être je devais te laisser finir ta question. Oui, voilà. Et si parmi nous tous là, nous sommes 1 million à l'instant T là, on propose 685, il y a une personne parmi nous tous qui propose 800. Mais on vend combien? Le vendeur demande combien? 680. Le vendeur demande 680. Oui. Et on propose combien? Nous sommes peut-être 900 000 à proposer 685. Oui. Et moi, je propose 800. Non, on va donner à la personne qui a proposé le premier. Ah oui, hein? Parce que le vendeur a dit je veux 680. Toi, tu as dit 685. Oui. C'est pas parce que tu as proposé 800 qu'on va te donner. Donc, ça sera le nouveau prix, ça sera 685. Oui, on va donner au premier arrivé. D'accord. Ok. Ouais. Waouh. Ok. Donc, ça veut dire que, comme toi, tu es arrivé sur le marché là,
Si tu veux vraiment cette action, tu te positionnes à ce prix-là. Oui, tu te positionnes à ce prix. On te donne. Et peut-être 2 minutes plus tard, quand tu vas revenir, cette action coûtera plus cher. Ouais, s'il y a plus de personnes qui s'y intéressent. Et maintenant, si toi tu veux, je te positionne maintenant en tant que vendeur. Exactement. Et là, quand tu vends, tu gagnes. Tout à fait. Ah, mais du coup, quand tu vends, est-ce que... Puisque quand tu vends, tu ne l'as plus, cette action. Tu ne l'as plus, on dépose l'argent dans ton compte. C'est terminé. Oui. Et maintenant, si tu veux retourner dans le game, il faut que tu achètes. Tu prends encore cet argent, tu achètes. D'accord, ça veut dire que tu peux décider de vendre une partie des actions pour rester dans le game. Exactement. Ah. Et les gens qui font du trading, par exemple, vont venir faire le trading des actions. Oui. Ils vont acheter l'action à 10 heures, par exemple. À 10 heures, 1 minute, ils revendent. À 10 heures, 2 minutes, ils revendent. Oui. Tu peux acheter à 10 heures à 1000 $. Oui. À 10 heures 5, ça fait déjà 1200 ou 1500. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Je suis en train de faire 500. Sur les 500, je m'en vais encore sortir. Sur les 500 de gain, je prends encore 100, je remets pour acheter. Ok. Oui, du coup, revenons un peu sur les graphiques pour qu'on puisse comprendre un peu comment tous ces trucs se passent. Du coup, voilà, très souvent sur les courbes, sur les graphiques, on a des barres, des trucs. C'est quoi ça? Où ici? Oui. Bon, ça, c'est... Je vais agrandir. Peut-être il faut que je rende ça même beaucoup plus simple. Ouais. Je vais rendre ça beaucoup plus simple en faisant... Bon, on vous dit... Attends. Je vais rendre le graphique plus simple, que ça ne fasse pas peur aux gens. Qu'est-ce qui s'est passé? La planter. Bon, je vais vous montrer. Peut-être je vais aller sur Yahoo Finance. Bien sûr, bar chat, prendre. Donc, regardez Netflix, par exemple, ou bien n'importe qui. Bon, c'est bon, on peut continuer. Oui, donc je vais vous montrer, par exemple, Netflix. Ouais, allons-y. Donc, c'est Netflix. Est-ce que tu vois? Oui, je vois très bien. Ok. Là, nous sommes sur quoi de Netflix, là? Sur les actions de Les Netflix. actions de Netflix, ok. Oui. Netflix, c'est une compagnie qui fait... les séries, les machins, les voilà, films et tout. les films là-bas, n'est-ce Ouais. pas? Donc, je peux faire... Est-ce que tu peux réduire un peu la fenêtre? Je peux montrer ici... Est-ce qu'on voit le prix? Oui, 974... C'est le prix d'une action. Le prix d'une action. Oui, Netflix, ok. 974. La fenêtre est très grande, là? Oui, c'est un peu dézoomé. Ah, c'est très grand. Ah non, c'était chez moi, autant pour moi, non, c'est bon. Ok. Ça veut dire que là, on a une action, on a le truc de Netflix. Et je vois quand même un moins 0,18%. Ça veut dire quoi? Que les actions ont baissé? Ça veut dire que, puisque nous sommes dimanche, oui. Le marché ouvre de lundi à vendredi. Oui. Ça veut dire que vendredi, oui. Il y a une baisse de 1,77 $ par rapport à jeudi. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui aurait pu entraîner cette baisse-là, selon toi? Bon, les gens entrent, les gens sortent. Parfois, quelqu'un peut avoir acheté. Il s'est dit, je vais faire tel montant. Oui. Si j'atteins, je sors. Donc, ce jour, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de vendeurs que la journée d'avant. D'accord, ok. Et ça peut aussi être lié aux nouvelles. Peut-être la Chine est en train de se positionner très fort sur un produit. On voit que peut-être Netflix va être affecté, va perdre ceci, ou bien a plus d'abonnés. Ça fait que ça monte, ça fait que ça descend. Donc, les nouvelles aussi. Ouais, ok. C'est ça qu'on appelle l'analyse fondamentale. Oui, c'est une partie de l'analyse fondamentale. Ok. D'accord. Bon, du coup, on veut comprendre. Les barres là qui montent, c'est rouge, c'est vert, c'est quoi ça? Ça nous montre comment l'action s'est comportée sur une période. Donc ici, par exemple, ici en bas, je peux voir. Ici, par exemple, voici. Ici, on est en 2021. Oui. On voit une grosse chute ici. Ça veut dire que les actions en 2021 coûtaient environ 689 $. Ouais. On voit ici. Quand je me place là, on peut voir sur la verticale ici, on peut voir le prix. Donc,
Parce que tu vois là, par exemple, en noir, 697,90. Oui. Si je descends là, voici comment le prix a fluctué. Donc, quelqu'un qui va acheter ici oui. et que le marché était monté là, s'il vendait, il faisait du gain. Mais s'il ne vendait pas, il attendait, le gain là... le coût de son action chute. Bon, ça allait chuter. Ok, est-ce que tu peux réduire qu'on voit un peu la tendance sur depuis peut-être 20 ans pour voir si la tendance est haussière sur un an ou je sais pas. Oui, bien sûr. On peut voir ici, si je réduis... Donc, on peut voir ici, ça c'est 10 ans. Oui. Donc, ah oui, on voit, ah oui, en effet, ça continue. Ah oui. Voici Netflix en 10 ans. Waouh, énorme. Ah oui, ah oui. Oui. Ah oui. Donc, malgré tout ce qu'on dit... On se voit que ça continue à monter. Ça continue. Je peux prendre encore une autre compagnie, Apple. Donc, on va voir ici, sur une période, je prends 10 ans. Ah oui, c'est là qu'on comprend bien le sens du mot patience. Voilà. Donc, malgré les fluctuations, moi j'agrandis ça. Donc, malgré les fluctuations, on voit que ça continue à monter. Ça continue à augmenter. On va voir le maximum. Regardez comment c'est. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça ne fait que monter. Donc, je peux prendre qui d'autre? Google. Son nom officiel, c'est Alphabet. Ah ouais. Je veux voir que... Voilà Google. Pareil. Toutes ces compagnies-là. Je peux prendre Meta. Ouais, allons-y, c'est la question que j'allais poser, ouais. Vous allez voir que avec le temps... Ah oui. Ça monte. Ah oui, ah oui. Donc, Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres, dit que la bourse, c'est l'endroit où les impatients transfèrent leur argent à ceux qui sont patients. Ah oui, c'est bien dit, ça. Ouais. Les impatients transfèrent leur argent aux patients. Ah oui, c'est fort. Donc, tu peux choisir des bonnes compagnies. Tu n'as pas besoin d'être assis devant l'ordinateur tous les jours. Tu attends. Et on attend. Wow. Maintenant, quand ça te donne, tu peux prendre ceci pour faire le Western, pour faire les MoneyGram, pour acheter des mèches brésiliennes, pour prendre les abonnements Netflix. Mais produit d'abord avant de consommer. En effet, en effet. Et moi, j'aimerais bien qu'on aille un peu sur tes... Tu as un fichier Excel que tu voulais nous montrer? Ok. Et comme ça, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu, par rapport à tes gains et même tes pertes aussi, la petite anecdote qui se cache derrière quelques-unes d'entre elles, celles que tu veux bien partager. Bon, voici par exemple... Bon, ça, c'est seulement un compte. Donc, ça veut dire, c'est toi qui l'as construit, le fichier Excel. Ça veut dire que quand on prend la formation, on a aussi ce fichier. Oui. Ok. Donc, nos étudiants ont accès à ce fichier. On leur donne ceci. Comment remplir et tout. Oui, on leur montre comment remplir. Et puis ici, je peux montrer... Ouais, chez nous, dans notre académie, quand nous avons des gains, nous appelons ça du piment. Ouais. Quand nous avons des pertes, nous appelons des tomates. Mais pourquoi piment? Parce que ça chauffe? C'est un étudiant qui nous a inspirés, quoi. Okay. Parce qu'il y a une année, je crois que c'était la toute première classe, j'étais en train d'enseigner. Et ça, c'était l'un de nos étudiants, un aîné. Oui. Parce que quand j'ai lancé l'académie, l'aîné avait, quoi, 62 ans, cette année-là. Et une fois, j'étais en classe avec eux sur Zoom en train d'enseigner. À un moment donné, il me dit, mais Léopold, mets du piment dans ta sauce là. Mets du piment. Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Je dis, mais je ne comprends pas. Il dit, mais non, ça ne pique pas. Mets du piment. Et finalement, quand j'ai creusé, il voulait que je montre des gains. C'est là que je me disais, mets du piment, mets du piment. Donc, finalement, nous avons adopté cette terminologie du piment pour dire gain. Et après, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut appeler nos pertes? Et quelqu'un est venu me dire, tomate. Donc, quand tu fais un certain type de piment, nous on dit comme les Ivoiriens, il a le piment garçon. Ok. D'accord, je comprends bien. Ouais. Ok, oui. Bon, on va choisir un au pif comme ça. Bon, je sais pas trop. Donc, ça veut dire que ici, ce n'est pas seulement les pertes. Oui. Ou seulement les gains. Oui. Donc, les verts ici c'est le piment. Les rouges, c'est les tomates. D'accord. Bon, allons sur les verts. Je vais un peu voir le plus gros vert, le vert qui nous intéresse là. Bon, je peux prendre une position au hasard. Oui. Bon, alors un peu les plus récentes ici. Je peux prendre... Une position, je vois 21 000 quelque part. Bon, c'est... Il y a 16 000. 16 000. Bon, ça c'est Tesla par exemple. Oui, allons-y un peu. Non, ça c'est MicroStrategy, 16 000 là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Bon, MicroStrategy d'abord, c'est la compagnie dont je parlais tout à l'heure. Si tu veux laisser la crypto, ils achètent des bitcoins, n'est-ce pas? Donc MicroStrategy, je suis entré dans la position, on peut voir ici, je suis entré le 25 octobre 2024. Oui. Je suis sorti le 21 novembre. Du 25 au 21, c'est presque un mois. Oui. J'ai attendu 16 000.
J'ai attendu environ 1 mois. Oui. J'ai investi 4 000. Ah ouais, c'est la question que je voulais poser. Donc, j'ai investi 4 000. J'ai vendu à presque 21 000. Mais pourquoi tu n'as investi que 4 000? Pourquoi tu n'as pas investi plus ou moins? Bon, parce que par position, Oui. je veux aussi mettre un certain montant, quoi. Oui. Et comme ça, c'est seulement un de mes comptes. Oui. Je ne vais pas prendre tout mon argent et mettre dans une position. Si ça ne se passe pas bien. Oui. Et j'ai investi, quand vous voyez là que Trump va gagner, Oui. toutes les déclarations qu'il faisait par rapport. Oui. Donc, si on regarde là, du 25 octobre au 21 novembre, Oui. si je m'en vais maintenant sur le graphique de MicroStratégie pour voir Comment ça a évolué? comment ça a évolué. Donc, je vais entrer ici, MicroStratégie. Je peux écrire MicroStratégie. MicroStratégie. C'est ça ici. Donc, une action de MicroStratégie coûte $334. Ok, 334 $. Oui. Là, ça a baissé l'autre jour. Je peux venir ici voir sur le graphique comment ça a évolué avec le temps. Ouais. Les 3 derniers mois, c'est ça. Bon, moi, j'ai dit octobre, n'est-ce pas? Oui. On peut voir aussi décembre 2024. Je suis entré le 25 octobre. Je suis entré ici. Oui. Je suis sorti ici. Oui. Donc, ça Oui, tu voyais si je déjà ne sortais que même pas, ça allait, encore continuer. Oui. Oui. Donc, je suis sorti parce que j'ai atteint mon objectif. À ton plan, tu rentrais, c'était que tu avais pour but de faire les 16 000. Disons que le jour-ci même là, Oui. j'étais à une conférence. La position s'y faisait $25 000. Oui. J'étais en conférence à Montréal. Oui. Et j'ai montré à mes étudiants, ce jour-là, je savais que je vais sortir à la pause. N'est-ce pas? Oui. À un moment donné, je vois que ça a explosé, ça montait. C'était beaucoup monté ce jour-là, jusqu'à 25 000. Et puis, pendant que j'étais en train de présenter la conférence, il y avait beaucoup de fluctuations. Après, ça a rechuté et ça continue à bouger, quoi. Donc, si je n'étais pas sorti, là, j'aurais pu faire beaucoup plus parce que c'est monté. Et puis, c'est monté, c'est redescendu, c'est remonté, et ainsi de suite. Oui, après ça. Ok, d'accord. Ah oui. Donc, celui qui a acheté, par exemple, là, qui a tremblé quand on est arrivé ici, a vendu, a perdu. En effet, oui. Mais si tu avais attendu, si tu avais acheté ici, oui, si tu avais acheté là, oui, ça allait t'amener plus haut encore. Plus d'agence. Tu ne prends pas, ça redescend. Donc, le graphique permet de voir ce qui se passe. Mais là, du coup, tu ne t'es pas servi des indicateurs pour sortir? Bien sûr, non, bon, disons qu'il y a des indicateurs que j'utilise aussi. Ah. Cette position, je n'étais pas forcément devant l'ordinateur. Donc, je peux programmer, je pars. J'ai dit que si tu vois telle chose, ouais. Ok, et il s'est passé ce que tu avais prévu? Ouais. Ah, ok, d'accord. Il y a autre chose que tu veux, il y a un autre truc que tu veux nous partager avant qu'on Bon, j'ai montré MicroStratégie. Je peux vous montrer aussi une tomate. Ouais, moi alors, ici, une grosse tomate, une grosse tomate bien rouge. Une grosse tomate, par exemple, j'ai perdu 4500 ici. Ça, c'est sur. Voilà, ici. Ça, c'est le S&P 500. Oui. Ça, c'est les 500 compagnies les plus puissantes aux États-Unis. Ah oui, ok, d'accord. Donc, à un moment donné, quand je suis entré sur la position, là, en octobre, donc quand le marché monte, à un moment donné, il redescend. Oui, forcément. Tout ce qui monte à un moment donné, il descend. Bien sûr, bien sûr. Donc, quand j'avais vu que le marché montait trop, moi, j'ai commencé à miser qu'il va descendre. J'attendais faire de l'argent sur la descente. Oui, sur la descente. Et ce n'est pas descendu. C'est descendu après la période que moi j'avais anticipée. Et finalement, j'ai perdu. Donc, pour que je fasse de l'argent sur cette position, il fallait que le marché baisse plus tôt. Et j'ai misé qu'on va descendre, mais on est plutôt monté. D'accord. Et parfois, donc, je peux voir que ça ne va pas dans le sens, je coupe. Je peux décider de couper la perte. Oui, en effet, oui. Ou bien je peux dire, j'ai mis un $5 000, je suis prêt à perdre $5 000. Donc là, toujours, tu suivais les indicateurs. Oui, bien sûr. Avant de prendre une. Ok. Mais et qu'est-ce qui fait fluctuer le marché? C'est les nouvelles? C'est quoi? C'est les banques qui mettent de l'argent dans un sens? C'est quoi? Disons que pour qu'une action passe d'un prix comme de $10 à $11, il faudrait que... C'est l'offre et la demande, en fait, qui fixe les prix. Ok. Il y a d'abord l'offre et la demande. Après, il y a les informations aussi économiques qui peuvent influencer le marché. Par exemple, on a vu les marchés sont tombés lundi dernier parce qu'on a dit que la Chine a trouvé une formule beaucoup moins chère, beaucoup plus rapide que ChatGPT. Oui.
DeepSeek. Oui. Oui, en effet, oui, j'ai entendu. Ça a craché les marchés. Oui, en effet. Pourquoi? Parce qu'on se dit, oh, est-ce que c'est vrai? Donc, on peut dépenser moins maintenant pour avoir ChatGPT, pour avoir ces solutions-là. Parce que l'investisseur, qu'est-ce que lui regarde? Quelle est ma marge bénéficiaire dedans? Qu'est-ce que tu vas générer comme profit? Ouais. Si on dit que la Chine a trouvé une formule moins chère, je suis en train d'investir avec ce gars, est-ce qu'il a mesure de pouvoir suivre? Oui. Parce que la concurrence arrive. Il va perdre des parts de marché. Mieux, j'enlève d'abord mon argent. Et on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Alors qu'on comprend l'information, c'est quelque chose. Oui, l'information est très capitale. Dans la bourse, justement, j'aime beaucoup parce que c'est palpable. Tu peux suivre ce qui se passe. Ta culture même, tu es plus cultivé quand tu suis les marchés, tu comprends ce qui se passe. J'ai beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont contents et disent que Happy, je comprends la culture générale, je comprends l'économie, je comprends ce qui se passe dans le monde. Vous avez dit, j'ai cru comprendre aussi que les banques avaient les informations avant nous. Bon, il y a ce qu'on appelle des informations privilégiées pour les initiés. Par exemple, si je travaille à la banque, bien entendu, je vais avoir certaines informations que tu ne vas pas avoir. Oui. Mais la réglementation fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces informations n'importe comment pour des raisons de conflit d'intérêts. Tu dois essayer d'éviter des conflits d'intérêts. Donc, quand moi, par exemple, je travaille à la banque, il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire. Strictement interdit. Parce qu'on sait que j'ai accès à certaines informations. D'accord. Et si je ne respecte pas, c'est un crime. Je parle en prison. Ouais. Jusqu'à même celui qui habite sous mon toit, je dois déclarer un certain nombre de choses. On a vu ça plusieurs fois, des gens qu'on a arrêtés qui sont en prison parce qu'il a vendu la mèche. Ok, bon, je pense que Happy nous a délivré tellement de valeur aujourd'hui, donc on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui pour pas que ce soit trop long. Mais soyons ensuite une chose, c'est que on vous donne rendez-vous au prochain épisode. On parlera des arnaques et des options, produits dérivés dans la bourse. Il n'en a même pas présenté Happy au début, tellement nous sommes partis. Donc Happy, on fait les choses à l'envers. Donc si tu peux te présenter à la fin. Mon nom c'est Happy Léopold, je suis un Camerounais qui est au Canada depuis 20 ans. J'aime parler de la création de richesses, j'aime parler de la bourse, comment est-ce qu'on fait de l'argent. J'aime apprendre aux gens à pêcher. Je n'aime pas donner du poisson. Donc je suis là pour parler, je parle avec Valère, il m'a posé un certain nombre de questions. Si tu es intéressé, tu veux savoir comment ça se passe, si tu veux apprendre comment créer de la richesse, contacte-nous à Easy Finance Academy. Donc, ça, c'est le 5e épisode qu'on est en train de faire. Ouais, donc, regarde les épisodes précédents. Tu pourras aussi beaucoup apprendre sur nous et puis voir quelles sont les pépites que nous avons. Je confirme. Et tu as précisé que justement, les 6 épisodes, ça c'est le 5e, sont tous sponsorisés par Easy Finance Academy. C'est une plateforme justement qui accompagne les particuliers et les professionnels à investir dans la bourse. Bref, si tu veux en savoir plus, je sais que vous êtes de plus en plus intéressé par tout ce qui est investissement. Comment je le sais? Eh bien parce que les statistiques sur YouTube, on me donne toutes les infos. Donc voilà, donc on le sait. Donc allez dans le premier commentaire de la vidéo, on a tout mis. Un lien, un numéro de téléphone, vous cliquez dessus, vous allez entrer en contact avec un membre de l'équipe de Happy ou peut-être même lui-même. Et puis vous aurez plus d'informations. C'est gratuit. Et puis aussi, je précise que je donne des masterclass totalement gratuites pour ceux qui veulent en savoir plus. Oui, je sais qu'ils aiment beaucoup le gratuit. Oui. Je sais que vous aimez le gratuit. Même comme le gratuit coûte cher. Le gratuit est plus juste. Oui. Donc, on vous met tout dans le premier commentaire. Allez-y, regardez. Faites-vous votre propre idée. Et ensuite, vous verrez. Mais une chose est certaine, c'est que si vous n'essayez pas, vous n'arriverez jamais. Et une autre chose que je veux préciser, que même s'ils essayent, s'ils ne sont pas satisfaits, nous on rembourse. Ouais, bon. Donc il n'y a même pas de risque. Il n'y a même pas de risque. Il n'y a même pas de risque parce que nous sommes fiers de ce que nous offrons et nous sommes sûrs de ce que nous offrons. Amen. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Mais surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Minakano.